Et n'hésitez pas à poser des questions dans le bloc de conversation. J'essaierai d'y répondre aussi. Et je réactiverai ma caméra à chaque fois que nécessaire. Je vais peut-être mettre mon casque pour que le son soit le meilleur possible. C'est parfait, hein? Voilà. Là, vous m'entendez, là? Au niveau du son, c'est bon encore? Oui. Vous entendez? Ok, c'est parti. Donc, très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, de mon côté, je vais discuter des aspects biologiques qui concernent cette pandémie de la Covid-19. Et dans un premier temps, comme je sais que le public est très multidisciplinaire et pas nécessairement biologique, je vais évidemment essayer d'être le plus pédagogue possible pour ce qui concerne les aspects de la biologie de cette pandémie. Alors, pour être dans un premier temps dans un cadre de présentation, voici ce dont je vais parler aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais, dans un premier temps, avant même de parler de la Covid-19, avant même de parler de l'agent causal de la Covid-19, qui est le virus SARS-CoV-2, je vais commencer ma présentation par un certain nombre de définitions, définitions qui permettront de définir notamment la notion de virus, ce qui me permettra d'enchaîner donc sur l'agent causal, sur la pathologie et en conclusion, les implications potentiellement thérapeutiques et vaccinales, sachant que je ne suis pas clinicien, donc je n'ai pas vraiment la compétence pour pouvoir développer ces parties, mais on peut évidemment en discuter tous ensemble sans problème. Alors, commençons donc par quelques définitions. Je vous rassure, ça ne va pas être très très long parce que les définitions, c'est souvent considéré comme étant un peu rébarbatif, mais d'un point de vue scientifique, c'est extrêmement important. On va voir quelle est la définition d'un virus. On va parler un petit peu d'histoire au travers de ces virus. On va essayer de définir la composition d'un virus. Et de toute façon, en interaction avec vous, notamment via le bloc de conversation ou directement via les micros, on se posera la question de savoir si un virus, au final, c'est un organisme et si c'est un organisme vivant. Donc, évidemment, comme beaucoup d'entre vous n'ont pas de formation poussée en biologie, hormis celle que vous avez reçue au lycée, eh bien, il est possible que vous ne puissiez pas y répondre dès à présent. Et cette question, elle se pose toujours au sein de la communauté scientifique. Alors, les virus, eh bien, contrairement à ce qu'on peut croire, puisque ce sont des particules qui sont extrêmement petites, et donc quand on parle d'extrêmement petit, on se doute que la détection de l'extrêmement petit, bah, ça résulte de tout un tas de technologies modernes. Contrairement à ce qu'on peut croire, les virus, leur origine a été suspectée très très tôt, enfin très tôt, en tous les cas au moment de la Renaissance par Ambroise Paré, et notamment au travers d'infections qui touchaient les plantes. Et le terme virus fait référence en latin au mot français venin, poison, ou plus précisément pour Ambroise Paré, suc des plantes. Et un certain nombre de maladies virales étaient même connues avant même de poser l'hypothèse du virus, depuis l'Antiquité. Ces maladies, vous les connaissez, c'est notamment la rage, qui est bien connue au travers de notre histoire avec celle de Pasteur, la variole, qui fait écho bien sûr à la première vaccination, et puis la fièvre jaune. Les premiers virus, en tant qu'entité, ont néanmoins été identifiés après avoir été suspectés au XVIe siècle comme étant des entités existantes. Elles ont été caractérisées et identifiées vers la fin du XIXe siècle. Dans la période 1887-1892, ce sont des travaux qui ont été menés notamment sur les plantes et sur une plante qu'on connaît tous très bien, qui est le tabac, et qui est infectée par un virus qui cause eh bien, des structures sur les feuilles qui rappellent des mosaïques, d'où le terme de mosaïque du tabac. Les particules ont été suspectées donc de provoquer des particules plus petites que des bactéries ont été suspectées de provoquer cette pathologie, et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à définir des virus comme étant des particules qui étaient inframicroscopiques. Alors, chez les animaux, eh bien, l'identification de virus est survenue quelques temps après avec la fièvre afteuse, qui, contrairement à ce nom un peu angoissant, n'est pas une pathologie dramatique. Et à partir du début du XXe siècle, en les années 1900-1902, on identifie le premier virus pathogène pour l'homme, c'est le virus de la fièvre jaune dont j'ai déjà parlé auparavant, fièvre jaune qui était connue donc depuis l'Antiquité.
Donc ça, c'est pour l'histoire, pour présenter les virus. Et évidemment, beaucoup de travaux ont été accomplis depuis donc ces années 1900 pour aboutir à la découverte d'un très grand nombre de virus. Alors, pourquoi très grand nombre de virus? Eh bien, parce que vous allez voir que notre environnement est en fait rempli de virus et qu'un très grand nombre d'entre eux n'ont pas d'effet pathogène et qu'un très grand nombre d'entre eux ont des propriétés intéressantes d'un point de vue évolutif. Alors, les virus, définissons-les au regard des connaissances que nous connaissons. Ce sont on va dire des particules, pour l'instant, de petite taille. En général, il existe des virus géants, néanmoins, mais en général, ce sont des particules de petite taille, car elles passent les filtres qui retiennent les bactéries, donc c'est plus petit qu'une bactérie. Pour un certain nombre d'entre vous, peut-être que ça ne vous parle pas pour l'instant, mais on va revenir sur ces notions de taille un peu plus tard et on va essayer de faire un petit exercice amusant impliquant une orange comme étant un équivalent de virus pour faire une comparaison d'échelle. J'ai essayé de mettre plein de petits exercices et questions comme ça dans le cours interactif pour voir un peu comment vous réagissez. Alors, la composition des virus, elle a progressivement été caractérisée et il s'avère qu'il existe en fait deux grandes catégories. Les virus à ARN est composé également de protéines et les virus à ADN composés également de protéines. Donc, deux catégories, en gros, les virus à ARN et les virus à ADN. Vous inquiétez pas, je vais revenir sur ces termes un peu plus tard et sur leur fonction. Mais ces termes ARN, on en a beaucoup entendu parler avec la vaccination, et l'ADN, c'est quand même une molécule qu'on connaît. Et puis les protéines, vous en connaissez tous au moins une, et on reviendra aussi là-dessus au travers d'un petit exercice. Alors, les virus sont en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, extrêmement répandus dans la nature. Pour vous donner un exemple, vous prenez 1 millilitre. 1 millilitre, c'est tout petit, hein, c'est l'équivalent d'un cube. Qui est vraiment tout petit. Enfin, je pense que vous voyez si vous faites de la cuisine ce à quoi ça correspond. Et dans l'océan, par exemple, eh bien, on va trouver entre 1 million à 100 millions de particules virales dans 1 millilitre de l'océan. Donc, il y a énormément de virus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller se baigner, hein, d'accord, dans l'océan, même si en ce moment c'est un peu compliqué, mais pour plusieurs raisons, la température et le Covid. Mais c'est effectivement des particules qui sont très répandues dans la nature. Et on peut estimer en mer qu'il y a à peu près 200 000 types de populations virales différentes. Certaines pathogènes, certaines non pathogènes. Et donc, l'information à retenir de cette diapo, le take-home message, comme on dit maintenant en anglais, c'est que les virus sont répandus à la fois en quantité et, on va dire, en termes de diversité dans la nature. Alors, pour rentrer un peu plus dans le dur, voilà ce petit exercice que je vous propose. Le virus, c'est une particule de petite taille. Et pour vous rendre compte de ce à quoi ça correspond, le SARS-CoV-2, dont on va parler un peu plus tard, fait 125 nanomètres de diamètre. 125 nanomètres de diamètre, si maintenant vous considérez que ce SARS-CoV-2, c'est une orange, alors j'ai simplifié, qui fait 12,5 cm. Si maintenant vous essayez de faire une comparaison avec un être humain qui fait 2 mètres, voilà, si vous translatez la taille du SARS-CoV-2 en une taille d'orange, si vous la traduisez, donc vous grossissez le SARS-CoV-2, il devient une orange, quelle sera la taille d'un être humain qui, on va dire, fait 2 mètres? Alors, ce n'est pas très courant 2 mètres, mais c'est pour simplifier le calcul aussi. Est-ce que il y a un certain nombre d'entre vous qui serait capable de se lancer dans ce calcul, qui est un calcul logarithmique, hein, c'est-à-dire c'est une multiplication par 10 puissance quelque chose. Alors, vous pouvez soit intervenir en parlant, soit écrire dans le bloc de conversation, ce petit exercice. Je vous laisse 1 minute. Non, non, Xavier, vas-y, continue. Personne ne veut se risquer, là, c'est ça? Est-ce que c'est la peur Oui, d'accord. Alors, c'est assez énorme, en fait. Si vous faites ce calcul, c'est l'équivalent de 2000 km. Donc, vous voyez tous à peu près le Vietnam. Où est-ce que c'est situé? Vous voyez tous l'organisation du Vietnam. C'est un pays nord-sud, donc vous pouvez imaginer un pays, on va dire, vertical sur une représentation classique de cartographie 2D. Eh bien, il faut imaginer que le SARS-CoV-2, du coup, c'est une orange dans le Vietnam, à peu près. Donc, vous voyez le niveau d'échelle, à quel point c'est petit. La question qui vient ensuite, c'est de savoir est-ce que cette particule est vivante?
c'est tout petit. Donc, on peut s'imaginer que bon, ça doit être vivant parce que ça cause des dommages sur le vivant, mais est-ce que c'est réellement vivant en tant que tel? Là, vous pouvez peut-être vous lancer un peu plus facilement, oui ou non, d'après vous, dans le bloc de conversation? Juste pour voir si certains d'entre vous, alors il y en a qui disent, alors Nadia s'est lancée, bravo. Donc Nadia a dit oui. Je vous rassure tout de suite, je serai dans le en même temps là. Vous allez voir pourquoi. Donc Ici, beaucoup de gens, Hélène non. dit oui. Ici, ils veulent dire non. D'accord, il y en a qui veulent dire non. Ils veulent dire non. Donc effectivement, on est en fait les. D'accord, 4. Bon, très bien. Donc, on est à peu près à 50-50. On est dans le en même temps, là, ici. Et effectivement, eh bien, on peut, alors, selon la définition qui est la plus acceptée actuellement, on est sur les deux versions. On est sur deux versions parce que pour comprendre si un virus est vivant, il faut examiner son cycle de vie. Un virus a un cycle de vie et ce cycle de vie ne peut être possible que s'il existe un hôte pour ce virus à certains moments du cycle. Cet autre, ça va être la cellule. La cellule de l'homme, la cellule du pangolin, la cellule de la chauve-souris, peu importe. La cellule d'un organisme aquatique, la cellule du tabac, une cellule du tabac. Et donc, il y a une partie du cycle de vie qui est hors des cellules et une partie du cycle de vie qui est dans les cellules. Et en fait, la définition la plus acceptée actuellement, c'est de dire que la particule n'a pas, car elle est très petite, elle n'a pas de métabolisme en soi, elle ne fabrique pas de l'énergie. Mais quand elle infecte une cellule, elle parasite le métabolisme de la cellule hôte et de ce fait, elle se réplique. Donc, comme elle se réplique, elle possède une forme de métabolisme à un certain moment du cycle. Elle a besoin de cette hôte pour se reproduire, sinon elle est inerte et non vivante. Et donc, elle a une partie de son cycle qui est une partie vivante et une partie qui est non vivante. Donc, s'il y a un moment ou un autre, on vous pose cette question et on commence à argumenter, vous pouvez être un peu sur ces deux versants et dire, bah voilà, il faut que je connaisse le cycle de vie du virus. Enfin, il ne faut pas que je connaisse. Si je me réfère au cycle de vie du virus, eh bien, je peux dire qu'il y a une partie vivante de ce cycle, une partie non vivante, ce qui est un peu intéressant parce qu'on a l'impression que c'est un peu une sorte de zombie ou de mort-vivant qui renaît quoi, en permanence. Alors, le SARS-CoV-2, on va maintenant passer à la deuxième partie. Déjà, qu'est-ce que ça signifie, SARS-CoV-2? Eh bien, ça fait référence à un syndrome qui est donc un syndrome lié au coronavirus. Donc, juste un instant, parce que j'ai un problème de pointeur. Voilà. Donc, ça signifie, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ou Coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère. Ce qui signifie que, on le comprend tout de suite, il y a eu un coronavirus 1 du syndrome respiratoire aigu sévère. Et ce SARS-CoV-2, c'est donc le nom du virus ou de la particule virale. Alors, son origine, contrairement à ce qu'on peut entendre, elle est encore inconnue. Vous savez tous qu'il y a une enquête qui est en cours, évidemment, en Chine. Quand je dis que l'origine est inconnue, c'est qu'on ne sait pas quel était l'organisme originel qui a causé l'apparition de ce virus, car, vous l'avez compris, les virus ont une importance dans l'évolution. Et ces virus sont, eux, susceptibles aussi d'évoluer, de se recombiner les uns les autres. Et en fait, la question qui est posée ici, c'est de savoir dans quel organisme ce virus est apparu, dans quel organisme a-t-il résulté d'une recombinaison de plusieurs autres virus. Le pays qui n'est pas un pays, désolé, le continent qui est suspecté, c'est l'Asie. Et par contre, ce qui est connu, c'est qu'il est apparu en 2019. Il a causé une épidémie en 2019 au niveau de la Chine. Et en 2020, le 11 mars 2020, eh bien, il est reconnu comme étant responsable d'une pandémie. Donc peut-être qu'à ce stade, il est important de définir à la fois la notion d'épidémie et la notion de pandémie. De poser des questions en même temps. Bien sûr, bien sûr. Typiquement, ne serait-ce que cette question d'apparition en 2019, elle est apparue à l'être humain en 2019, mais il est tout à fait possible que ce truc-là existait depuis bien plus longtemps et est apparu, entre guillemets, a été rendu visible seulement en novembre 2019. C'est tout à fait possible. Voilà.
C'est tout à fait possible. Après, il a fallu qu'il y ait une rencontre avec un être humain pour qu'il soit transmis à l'être humain. Et le problème de ce virus, c'est qu'il est transmissible entre êtres humains. Ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre d'autres virus qui sont dramatiques. Hein. Pensez, on a tous entendu parler de la grippe aviaire récemment. Hein. La grippe aviaire se transmet très mal à l'homme. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon c'est extrêmement délétère comme maladie. Mais effectivement, là, le problème, c'est qu'on ne peut pas dire à quel moment il a été créé et recombiné dans un organisme donné. Je continue, c'est bon ? Ça a l'air d'être bon. Donc, les termes d'épidémie et de pandémie. Donc, c'est important de bien définir ce que c'est parce qu'on entend ces mots de manière assez régulière. L'épidémie, elle désigne l'augmentation rapide d'une maladie en un lieu donné à un moment donné. Et l'étymologie grecque, qui vient de démos, qui signifie peuple, c'est en général une maladie, quand on parle d'épidémie, qui touche les êtres humains. Si la maladie, l'épidémie s'étend rapidement à une part importante de la planète, eh bien, on parle de pandémie. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, lorsque la planète est confrontée à une pandémie, en général, une pandémie infectieuse dure à peu près 2 ans. On met à peu près 2 ans pour se débarrasser de la pandémie. Ce n'est pas toujours le cas, puisque je pense que vous êtes tous conscients que pour le virus du sida, c'est une pandémie. Et évidemment, cette pandémie, bien que les traitements actuellement fonctionnent assez bien qu'on ne se débarrasse pas du virus, eh bien, évidemment, c'est toujours un virus qui est très prégnant dans la population. Alors, je continue. Donc, la question ensuite du SARS-CoV-2 qui est posée, et on va revenir à cette notion d'ARN et de protéines, c'est celle de sa composition. Un virus qui, à l'état particulier, non infecté dans une cellule et donc un organisme non vivant est quand même composé d'un certain nombre de molécules. On peut dire qu'il est organisé, donc on pourrait parler d'organisme, mais d'organisme non vivant. Et eh bien, la composition principale à retenir, c'est 2 éléments, c'est protéines et ARN. Protéines et ARN, donc vous avez ici une représentation de ce virus sur la partie gauche du schéma, et lorsqu'on le visualise, eh bien, on voit bien que ce virus est organisé, hein, puisqu'il y a une certaine symétrie, on va dire, dans cette organisation. Et sans rentrer encore trop dans le détail dans la fonction des différentes composants de la protéine, évidemment de cette couche là, qui est une couche membranaire lipidique, donc il n'y a pas que des protéines et des ARN, eh bien, on voit que c'est une structure symétrique organisée et qui est composée d'un élément important qui est le génome. Et l'ARN, eh bien, c'est en fait le génome de cette particule. Donc, pour l'instant, ayez en tête cette organisation avec, on va dire, des protéines qui forment une couronne, corona, des lipides qui forment une membrane, ce qui sépare l'extérieur de l'intérieur, et puis un génome intérieur qui est composé d'ARN. Alors, on va essayer, pour les gens qui ne sont pas le plus habitués à ces notions de protéines, d'ARN, essayer de définir ce qu'est une protéine et ce qu'est un ARN d'un point de vue biologique. Donc, est-ce qu'un certain nombre d'entre vous peuvent me donner un nombre de protéines qu'ils connaissent? Alors, s'il y a des biologistes, ne participez pas, hein, évidemment, mais ceux qui sont plutôt voilà, pas dans la biologie, un nom dans la culture populaire d'une protéine qui est assez connue, on va dire dans le cinéma d'horreur, pour vous donner un peu quelques éléments, quelques indices. Voilà. L'hémoglobine, absolument. Donc, l'hémoglobine, c'est une protéine. Donc, si vous ne le saviez pas, vous le savez désormais. L'hémoglobine fait référence dans le cinéma au sang. Et lorsqu'on parle de torrent d'hémoglobine, ben, on parle évidemment de scènes d'horreur, etc., dans laquelle il y a du sang qui est déversé. L'hémoglobine est une protéine. Et cette protéine a un rôle fondamental dans l'organisme, chez l'être humain, qui est de transporter l'oxygène. Vous savez tous qu'on ne peut pas vivre sans oxygène. L'hémoglobine, elle capte l'oxygène au niveau pulmonaire. Elle est présente dans les globules rouges, c'est ce qui est représenté ici à droite. Et cette hémoglobine eh bien, va permettre dans le globule rouge, au globule rouge, de transporter l'oxygène, non pas seulement au niveau des poumons, mais au reste de l'organisme. Il y a d'autres protéines qui sont connues dans la culture populaire, peut-être un peu moins parlante, l'albumine, qui est une protéine sanguine, et qui a de multiples fonctions. Les protéines, il en existe tout un tas dans l'organisme. Il y a des protéines de structure qui vont permettre
d'architecturer les cellules, par exemple. Il y a des protéines qui ont une activité. On a tous entendu parler des enzymes. Au travers de… Voilà, Coluche en parlait dans les années 80 dans ses sketchs, des enzymes, lorsqu'il parlait des enzymes dans les lessives. Ce n'est pas tout à fait vrai, en fait, mais il faut savoir qu'effectivement, les enzymes, si vous connaissez tous Pac-Man, encore un icône pop de la culture populaire, eh bien, Pac-Man, c'est un peu une représentation que moi j'utilise dans mes cours. Comment ? Xavier, on a des jeunes dans la salle. Mais moi, en général, c'est les jeunes qui connaissent. C'est-à-dire que parfois, il y a des, ça disparaît et puis ça revient. À Pac-Man. Moi, j'ai joué à Pac-Man et je suis plus vieux qu'eux, si tu veux. Bah, pendant la pause, j'essaierai de leur trouver une photo de Pac-Man pour qu'ils comprennent ce que c'est. Voilà. Ben, en tout cas, bon, c'est en tous les cas, ce sont des structures globulaires, les enzymes, qui ont ce qu'on appelle un site actif, qui est un peu l'équivalent d'une bouche. Et ce site actif permet de transformer des molécules en d'autres molécules. Donc, ça permet d'assurer notamment le métabolisme. Il y a des protéines de signalisation. Exemple, l'hormone insuline, que tout le monde connaît, c'est une protéine, c'est une petite protéine. Et donc, le mot-clé, le fil rouge, lorsqu'on parle d'une protéine, c'est que c'est une entité macromoléculaire, c'est une grosse molécule qui a une fonction. D'accord ? Si on passe maintenant à l'ARN, donc dans le SARS-CoV-2, vous aurez des protéines et certaines de ces protéines auront une fonction. D'accord ? Et on reviendra sur ces fonctions un peu plus tard. Passons maintenant à l'ARN. Alors l'ARN, c'était un terme que personne ne connaissait, ou très peu de gens connaissaient il y a encore 6 mois. Et puis d'un coup, tout le monde en a entendu parler parce que tout le monde a entendu parler des vaccins à ARN. Donc l'ARN, qu'est-ce que ça signifie ? L'ARN, ça signifie acide ribonucléique. Et donc, c'est ce qu'on appelle un acide nucléique. Les acides nucléiques, il y en a un que vous connaissez tous par contre, c'est l'ADN. Vous ne savez pas tous nécessairement ce que ça signifie, l'acronyme ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique. Il y a une petite différence avec l'ARN qui est le désoxyribo par rapport à ribo, peu importe. Et en tous les cas, c'est un acide nucléique. Et quand on parle d'acide nucléique et quand on parle d'ADN, on pense tout de suite au génome, à ce qui fait notre entité, notre personnalité aussi quelque part. Et l'ADN, c'est un petit peu ce qu'on appelle notre génotype. L'ARN, pour le virus, et pour un grand nombre de virus, c'est un peu la même chose. Il y a des virus à ADN, comme les adénovirus, qui sont très utilisés en biotechnologie. Et puis, il y a des virus à ARN qui sont bien connus de vous. Le VIH, dont j'ai beaucoup parlé, qui cause une maladie qui est le syndrome d'immunodéficience acquise ou SIDA. Et vous avez le SARS-CoV-2 qui est un virus à ARN et qui cause la COVID-19. Le ou la COVID-19, ça dépend un petit peu des personnes. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est ensuite quelle est la fonction de l'ARN dans le SARS-CoV-2. La fonction de l'ARN, qui est représentée ici sur cette photo, sur ce schéma, vous voyez, eh bien, va être de servir de génome. Et avant même de parler de sa fonction, regardons un petit peu comment il se structure. Donc, on a tous entendu parler de la double hélice d'ADN qui est représentée ici à droite. J'ai mon pointeur qui l'indique. La double hélice d'ADN, on dit double parce qu'en fait, cet ADN, il est composé de 2 rubans qui vont interagir les uns avec les autres et former cette hélice qui est extrêmement compactée dans nos cellules. Et c'est ce qui porte notre information génétique, nous, êtres humains. Mais il faut savoir qu'il existe d'autres molécules qui portent des informations génétiques. Ces molécules, ce sont les ARN. En général, les ARN sont simples brins, donc déjà une grosse différence avec l'ADN, et leur composition est sensiblement la même, on va dire à 75%. Elle diffère néanmoins par cette différence entre le désoxy et le ribo, je ne vais pas rentrer dans le détail, et également par le fait que, comme l'ADN qui porte des bases qu'on appelle AGCT ou ATGC, eh bien, dans l'ARN, vous n'avez pas la base qui est la base T, vous avez une autre base qui s'appelle l'uracile, U, peu importe. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction de l'ARN, comme celle de l'ADN, va être celle de l'information génétique. D'accord ? Ça va être sa fonction. Et sa fonction, on va dire plus précise, va être de coder des protéines. Donc, vous avez une représentation sur ce schéma en bas d'une ligne horizontale. Cette ligne horizontale, elle reproduit à l'identique, on va dire, cette ligne verticale de l'ARN. Donc, ce que vous avez ici en bas, orienté d'une manière assez classique chez les biochimistes
de 5' en 3', je ne vais pas rentrer dans le détail, eh bien, l'ARN qui est représenté ici va présenter des sections, des domaines, et ces domaines, ce sont eh bien, les gènes qui vont être exprimés par le SARS-CoV-2. Et les gènes qui sont exprimés par le SARS-CoV-2 eh bien, vont être en fait les protéines. Il y a un mot que vous connaissez ici probablement, dont vous avez sûrement entendu parler, c'est le mot spike, S ici. Ce mot spike S fait référence à, c'est pas Spike Lee, hein, d'accord, c'est spike, c'est une protéine qui est présente dans le SARS-CoV-2 et qui lui permet d'interagir avec les cellules. La fonction de cette protéine, ça va être une fonction de reconnaissance, d'accord. Donc la protéine spike est codée par l'ARN, le génome, et donc l'ARN porte l'information génétique qui va permettre de synthétiser la protéine. En gros, c'est une sorte de recette. C'est-à-dire que la protéine spike, c'est le croissant, et l'ARN va porter plusieurs recettes, dont la recette du croissant. Et cette recette du croissant, elle est portée dans ce domaine particulier de l'ARN qu'on va appeler le gène spike. Donc le gène spike, c'est la recette, et la protéine spike, c'est le résultat de la recette. D'accord? Et dans l'ARN, vous allez trouver répartis à différents endroits, de 5' en 3', peu importe, eh bien, différentes recettes. Et ces différentes recettes, évidemment, eh bien, on le sait tous, elles peuvent être dans un organisme vivant comme nous, elles peuvent être évidemment exprimées à certains moments clés et elles peuvent être exprimées dans certains tissus clés. Pour vous donner un exemple et pour revenir à l'hémoglobine, l'hémoglobine, c'est en gros le produit d'une recette qui est la recette de l'hémoglobine. La recette de l'hémoglobine, c'est le gène de l'hémoglobine. Et ce gène de l'hémoglobine, il n'est utilisé que par une cellule, le globule rouge. Il n'y a pas d'hémoglobine dans un neurone, il n'y a pas d'hémoglobine dans une cellule du foie. D'accord? Pour le virus SARS-CoV-2, eh bien, l'ensemble des protéines qui sont représentées, qui peuvent être codées, donc les résultats des recettes du génome, eh bien, seront toutes codées en même temps. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le génome ARN porte les recettes pour produire les protéines. Les protéines vont ensuite s'assembler pour former les particules virales, et ces particules virales constituent ensuite le SARS-CoV-2. Donc l'ARN, sa fonction, c'est de porter l'information génétique et de permettre la synthèse des protéines, et les protéines exercent la fonction qui permettent ensuite au virus de se propager, d'infecter, puis potentiellement de se reproduire. Et là, je dis potentiellement parce qu'il y a un élément qui est important à comprendre, c'est que lorsque vous faites une recette de cuisine, quand vous avez la recette et quand vous avez les ingrédients pour faire la recette, eh bien, il faut un cuisinier ou une cuisinière. Et donc, c'est là que la cellule va intervenir. Le virus, quand il va rentrer dans la cellule, il va utiliser le métabolisme de la cellule pour, à partir de son ARN, fabriquer les fameuses protéines virales qui vont permettre la formation des particules. Donc là, je suis déjà en train de déflorer une partie de la suite de l'exposé, mais la pédagogie, c'est la répétition, et je pense que c'était déjà important de préciser ces éléments. Xavier, si tu m'autorises juste, si tu m'autorises pour les gens qui ne sont pas des biologistes, il faut comprendre qu'au niveau de l'ADN dans une cellule, vous avez un fil d'ADN qui fait entre 1,20 m et 2 mètres, et que toutes les parties de cet ADN ne sont pas du tout accessibles. Vous devez avoir comme représentation un livre qui est ouvert à un certain nombre de pages, comme une carte dépliante qui serait ouverte seulement à certains feuillets de cette carte dépliante. Moi, j'aime bien faire la correspondance avec les rouleaux de la Torah, où, parce qu'ils sont roulés, on n'a accès qu'à certaines parties des rouleaux de la Torah. Et donc, c'est pour ça, en fait, que certaines cellules qui ont le livre, les feuillets qui sont ouverts d'une certaine manière, permettent de faire
la recette de cuisine dont Xavier vous parlait, typiquement donc de faire des cellules de type globule rouge. Voilà. C'était juste. Vas-y, vas-y. Tout à fait. Et dans la cellule, le composant essentiel qui permet de réaliser cette traduction de la recette en croissant, c'est ce qu'on appelle le ribosome. Et le ribosome, il n'y en a pas dans la particule virale. Donc, en tant que telle, la particule virale, elle ne peut pas se reproduire toute seule. Elle a besoin d'infecter une cellule, d'utiliser les ribosomes de la cellule pour former des protéines et ainsi constituer de nouvelles particules virales qui vont aller infecter d'autres cellules. Alors, donc, voilà, pour revenir à cette image qu'on avait présentée auparavant, le SARS-CoV-2 est un virus à ARN. Ça signifie que son génome est un génome ARN et il est composé de lipides, c'est la membrane qui est représentée ici, dans laquelle s'enchassent par exemple des protéines. Et la question que maintenant on peut se poser, c'est quelle va être la fonction de chacun de ces constituants. Et on va pouvoir voir ça tout de suite dans ce schéma qui est extrêmement compliqué. Non, je vous rassure tout de suite, ce schéma, c'est pour vous montrer la globalité du mécanisme. Et moi, ce que je vais faire, et ce que je vais essayer de faire en tout cas, c'est d'essayer de vous faire comprendre le cycle de vie du virus en détaillant chacune des étapes. Donc, on reviendra sur cette image, mais on y reviendra à la fin. Et comme on le voit tout de suite, il y a quand même énormément d'étapes ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les étapes, mais je vais essayer de faire en sorte de vous faire comprendre ce cycle de vie du virus. Car comprendre ce cycle de vie du virus, et ça permettra de passer à la troisième partie ensuite, nous permettra de comprendre comment apparaît la COVID-19. Alors, l'entrée dans la cellule, parce que là, vous avez compris tout ce que le virus, la particule virale, seule, ne peut pas, entre guillemets, se reproduire. Donc, vous allez oublier un certain nombre d'éléments qui sont sur les diapos, comme chloroquine ou hydroxychloroquine. Je ne vais pas rentrer dans des débats ici, même si le schéma que j'ai emprunté fait référence à des potentialités d'action médicamenteuse de celui-ci. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le virus possède à la surface de la particule cette fameuse protéine spike dont on a beaucoup parlé. Et cette protéine spike, on va imaginer que c'est une clé. Et quand on parle de clé, on pense tout de suite à une serrure. Et la clé, si c'est la protéine spike, eh bien la serrure, c'est une autre protéine qui est présente à la surface d'un certain nombre de cellules. Cette protéine, elle s'appelle AC2. C'est une enzyme qui convertit l'angiotensine 2 en un composé. Peu importe, ce n'est pas très important. Dans cette notion d'entrée de la cellule, on a donc une clé, on a donc une serrure, et en biologie, on parle de ligand qui se lie à un récepteur. D'accord? Donc, toutes les cellules qui vont exprimer la protéine AC2, et toutes les cellules de l'organisme, être humain, ne le font pas, donc il y a un certain nombre de cellules qui ont ce récepteur, vont être susceptibles d'être infectées par le virus. La protéine AC2, comme je disais, c'est une enzyme qui est à la face externe des membranes des cellules et on va la trouver, et c'est ça qui est le plus important pour vous, à retenir au niveau des poumons, au niveau des artères, au niveau du cœur, du rein et de l'appareil digestif. Donc en gros, sans retenir tout, je pense que le poumon, ce sera assez facile pour chacun d'entre vous de le retenir, puisque c'est une maladie qui est à transmission principalement respiratoire, mais il faut savoir que cette enzyme, ce récepteur, à la face externe des membranes de cellules, exprimé à la face externe des membranes des cellules, eh bien, il est exprimé dans un grand nombre de tissus de l'organisme. Alors, lorsque cette interaction survient entre la particule virale et la cellule, via ce récepteur ACE2, eh bien, la particule virale va être englobée, d'accord, et elle va être englobée dans une structure qu'on appelle un endosome, endogène, d'accord, et ce qu'il faut comprendre, c'est que cet endosome va avoir pour fonction de dégrader la particule virale. Donc là, on se dit, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pas tout à fait, parce que cet endosome va jouer le rôle de presse-citron ou presse-orange. Et donc, je reprends cette image de l'orange qui contient bien sûr du zeste, de la peau, mais qui contient aussi des pépins. Et le pépin, qui est la graine, qui permet à l'orange de se reproduire, c'est un peu notre ARN. Et donc, ce qui va se produire
lorsque la particule interagit avec le récepteur AC2, c'est que la cellule va dégrader la particule virale grâce à ce presse orange et libérer dans la cellule, dans ce qu'on appelle le cytoplasme, l'intérieur de la cellule, eh bien, l'ARN. D'accord? Donc, la particule est certes dégradée, mais je dirais que je ne sais plus comment on dit, est dans le fruit. Bon, bref, peu importe. En tout cas, la graine est dans la cellule. L'ARN est dans la cellule. D'accord? Donc, la question suivante, c'est évidemment à quoi ça sert d'avoir eu cette infection et de ne déverser finalement que l'ARN. Si vous avez compris auparavant l'importance de l'ARN, c'est le génome, et à partir de l'ARN, vous pouvez tout refaire. Le verre est dans le fruit, merci. Le verre est dans le fruit. Donc là, on a effectivement une graine qui est un livre de recettes qui est capable de reproduire complètement l'ensemble des éléments qui constituaient la particule virale. Car, évidemment, cet ARN va coder toutes les protéines de la particule virale. Et le souci, c'est que quand on a un boulanger ou une boulangère qui se saisit d'un livre de recettes, s'il est boulanger ou boulangère, ce n'est pas pour produire un croissant. C'est pour en produire beaucoup, parce qu'il veut que beaucoup de personnes consomment ces croissants et que ces personnes bénéficient de ça. Alors là, on est dans un contexte, on va dire, plutôt positif, c'est le matin encore. Vous êtes peut-être en train de d'ailleurs manger des croissants, donc ce n'est pas du tout négatif, hein, même s'il ne faut pas en manger trop. Mais en gros, à partir du moment où vous avez ce livre de recettes, l'ARN, qui est dans la cellule, eh bien, vous allez avoir production des protéines, et pas seulement des protéines, parce que dans la particule virale, il y a aussi de l'ARN, des protéines et également des ARN qui vont se répliquer. Donc, je ne vais pas trop détailler, mais en gros, ce qui se passe, c'est que votre particule ici d'ARN, votre molécule d'ARN, elle va être traduite en protéines. Et dans le cadre du SARS-CoV-2, en fait, ce qu'on fait, c'est que, ce que fait la cellule, puisque c'est le ribosome qui fait ça, elle va produire la totalité de la séquence, elle va traduire la totalité de la séquence de l'ARN en une polyprotéine qui va être clivée en plusieurs fragments et qui va produire chaque protéine d'intérêt. Et lorsque ces protéines sont produites, ce qui est vraiment intéressant, c'est que un certain nombre d'entre elles, comme la réplicase, comme son nom l'indique, permet la réplication, eh bien cette réplicase va utiliser la particule d'ARN initiale pour produire une très grande quantité de molécules d'ARN nouvelles. Et ces molécules d'ARN, là on parle d'amplification. Oui, allô ? Donc il y a une protéine qui fait photocopieuse pour ceux qui ne sont pas des biologistes. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, sans rentrer trop dans le détail de cette diapositive, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous avez déversé dans la cellule une molécule d'ARN, vous pouvez produire énormément, vous pouvez produire des protéines qui vont produire plus de molécules d'ARN, qui vont produire plus de molécules de protéines. Et évidemment, cette synthèse, c'est en anglais, de protéines virales, comme vous le voyez ici, de nature très diverse, avec tout un tas de petits schémas différents. On reconnaît ici la petite protéine spike. Eh bien, elles vont, avec les avec les molécules d'ARN qui ont été amplifiées, elles vont s'assembler dans une structure qu'on appelle le réticulum endoplasmique, le Golgi, peu importe. Elles vont former des vésicules. Et cet assemblage de protéines et d'ARN va permettre la formation de nouvelles particules virales. Ces nouvelles particules virales, elles sont évidemment produites dans l'organisme. Elles vont infecter de nouvelles cellules. Et le temps que l'organisme réagisse à la présence de ce corps étranger, on peut avoir produit une très grande quantité de particules virales. On parle donc ici de bourgeonnement, hein, ça fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure. En gros, vous infectez une cellule avec une orange, l'orange déverse son pépin, le pépin produit des orangés dans la cellule et la cellule se met à produire des oranges. L'analogie n'est pas absolument adéquate, mais en tous les cas, l'image, je pense que vous l'avez tous grâce à cette simplification, vulgarisation du propos. Donc, si on revient à ce grand schéma, là, ici, pour résumer, la particule virale entre dans la cellule, entre dans certaines cellules, celles qui expriment le récepteur ACE2.
En entrant dans la cellule, elle est dégradée par le presse-orange, l'endosome. Elle déverse l'ARN dans le cytoplasme. Cet ARN produit une première protéine qui est très grosse. Cette protéine permet l'amplification du génome, c'est-à-dire de l'ARN, permet la production de nouvelles protéines virales. L'ARN et la protéine et les protéines s'assemblent dans la cellule, forment des vésicules qui bourgeonnent et qui, vous le voyez, permettent de produire de nouvelles particules virales qui sont évidemment identiques normalement à la première particule virale. Alors quand je dis normalement, ce n'est pas toujours le cas parce que vous le savez tous, le virus peut muter. Qu'est-ce que ça signifie peut muter? Ça signifie que l'ARN, qui est représenté ici, peut être amplifié, certes, mais pas toujours exactement à l'identique de l'ARN initial. Tout simplement parce que le mécanisme de réplication ici, qui est utilisé par la réplica, je ne vais pas rentrer dans le détail, est imparfait. C'est aussi le cas chez l'être humain. Nous avons des polymérases, peu importe, qui font des erreurs. Et l'erreur est humaine, elle est aussi le fait des enzymes, parce que cette réplicase est une enzyme. Et ces erreurs peuvent conduire à l'apparition de molécules d'ARN qui sont légèrement différentes des molécules originelles. Alors, la plupart du temps, ça n'a absolument aucune importance. D'une part, parce que cette mutation, elle peut être invisible. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais malheureusement, dans un très petit nombre de cas, cette mutation, elle peut toucher par exemple la protéine spike et elle peut conférer à la protéine spike une affinité plus importante avec le récepteur ACE2. Les mutations, elles peuvent conduire à des protéines spike qui ont moins d'affinité, et ça, on les oublie, on ne les voit même pas arriver, on ne les détecte même pas. Mais par contre, évidemment, celles qui confèrent à la protéine spike une plus grande affinité pour ACE2, en gros, au lieu d'avoir une clé, vous avez un passe-partout, confère une potentialité d'infection beaucoup plus importante. Alors, quelle est la suite des opérations? La suite des opérations, quelle heure il est? Il est 10h57. On va faire une petite pause parce que j'ai un… Oui. Tu m'autorises à poser une question peut-être au littéraire, mais, par rapport au choix du terme muté qui, selon moi, porte dans son sens l'idée qu'il y a une transformation qui est volontaire, alors qu'en fait, c'est une erreur de réplication qui se crée. Ah oui, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est absolument pas voulu par le virus, de toute façon, hein, si on peut employer ce terme de voulu. Et clairement, c'est aléatoire. Voilà. Et c'est comme ça que les virus le posent un très grand nombre de problèmes parce que lui aussi mute très facilement. Les virus ARN mutent très facilement. Donc voilà, c'est à la fois bien pour le virus parce que ça lui permet de créer des variants et ça lui permet potentiellement d'infecter mieux. Pour un virus pathogène, c'est évidemment extrêmement délétère pour l'hôte. Alors, il y a justement une question. Je ne t'entends pas bien. Oui. Est-ce que la mutation conditionne sa survie, qui est une question de Dominique Desjeux? Alors, la mutation conditionne sa survie. Car si la mutation aboutit à la production d'une protéine virale spike qui est… il n'y a pas que spike qui peut être muté déjà, hein, mais si c'est spike qu'on considère la clé, si la mutation aboutit à une clé qui est dysfonctionnelle et qui ne rentre plus dans la serrure, c'est terminé. Si vous voulez, la particule qui contiendra cette protéine spike ne survivra pas, elle sera éliminée par l'organisme sans aucun problème parce qu'elle sera incapable de se répliquer. Si par contre, la mutation conditionne une meilleure infection sans que l'efficacité de la réplication soit affectée, oui, comme il y aura plus d'infections, la survie du virus, reste à savoir si on peut parler de survie, puisqu'on ne sait pas si c'est vivant ou pas vivant, mais bon, je chipote, voilà, elle est évidemment conditionnée par ça. Et idéalement, si tu me permets, il faudrait avoir deux mutations, une qui affecte Spike en rendant Spike beaucoup plus efficace et une qui affecte l'ARN de réplication et qui fait en sorte que le virus n'arrive plus à se répliquer. Et si on a ces deux choses-là, on a normalement le virus qui disparaît. Non? Oui, potentiellement.
absolument. Oui. Alors là, effectivement, sur la machinerie de réplication, c'est encore plus connu sur le virus du sida. Ce qui est très connu dans le virus du sida, c'est qu'effectivement, on a la fameuse transcriptase inverse qui est mutée. C'est une enzyme qui permet de transformer de l'ARN en ADN. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et elle mute très fréquemment et ça la rend résistante, évidemment, aux antirétroviraux. Donc, ces mutations sont vraiment une part intégrante de la virologie et il faut y faire face, malheureusement. Je vous propose de faire une courte pause technique de 2 minutes. Je parle pour moi, là, j'ai besoin de faire une pause technique. Et je reviens dans 2 minutes, si ça ne vous dérange pas. Vous pouvez mettre si vous avez des questions sur le bloc de conversation, et puis j'y réponds au redémarrage de la pause. Et je vous propose je vais couper mon micro et ma caméra transitoirement. Ça marche, il est 11h et on se retrouve à 11h05. Alors, je vais, en attendant que tout le monde soit revenu, j'espère que vous m'entendez. Oui, on entend. Merci. Pour répondre à la question de Dominique, il pose la question suivante, pour ceux qui ne voient pas le blog. La mutation peut donc conduire autant à la survie qu'à la mort du virus? La réponse est oui. Si oui, cela peut-il expliquer sa disparition en fin de pandémie sans intervention de l'homme? La réponse est non, car lorsqu'il va muter, ce virus, il va donc faire apparaître des variants. Comme vous l'avez bien compris, certains variants seront plus infectieux, d'autres variants seront moins infectieux. Et il paraît évident, entre guillemets, que du fait de l'apparition de variants plus infectieux, on les connaît, actuellement c'est le variant anglais ou le variant sud-africain, eh bien l'apparition de ces variants plus infectieux fait que ces variants peuvent remplacer le variant initial et conduire à l'existence toujours du SARS-CoV-2 sous une forme mutée, mais qui est donc plus à même d'infecter, donc plus à même de survivre. Le gros problème avec ce virus SARS-CoV-2, c'est que contrairement à un virus comme Ebola, qui est aussi très médiatisé, le virus Ebola est tellement mortel lorsqu'il infecte quelqu'un, on parle de 30 à 40%, hein, d'accord? C'est comme le virus H1N1 à une époque, c'était 50% si on était infecté, donc évidemment ça fait peur. Ces virus qui tuent énormément quand ils infectent, eh bien, tuent tellement qu'en tuant l'autre, ils empêchent leur propre propagation. Donc ils se disséminent assez peu. Lorsqu'on parle toujours des épidémies d'Ebola, on n'arrive jamais à des pandémies d'Ebola, heureusement, parce que il y a tellement de morts avec ces virus-là que le virus n'a pas le temps de se propager. Là, il y a 2 aspects sournois de ce virus. Un, c'est évidemment l'incubation, on va en reparler dans un instant. Et puis, deuxièmement, le fait qu'il tue, certes, mais il tue encore, voilà, on est de l'ordre de faibles pourcentages par rapport à d'autres virus comme Ebola. Et donc, de ce fait, eh bien, il a cette capacité un peu sournoise de se propager, de ne pas être bien détecté dès le début, et également de créer des formes extrêmement variables, notamment des formes asymptomatiques dans 20% de cas. Donc, ça veut dire qu'on ne le détecte pas du tout. On peut être porteur pendant très, très longtemps et sans être détecté, sans pour autant générer des cas contacts. Et c'est pour ça que ce virus pose d'énormes problèmes, car infectant beaucoup de personnes, même avec un faible pourcentage de morts, il tue énormément, en quantité. Donc, on va reprendre et poser la question maintenant de la Covid-19. Pourquoi ce cycle viral conduit à la Covid-19? Vous avez bien compris que le SARS-CoV-2, j'espère, est le virus. Et la Covid-19, eh bien, c'est la maladie infectieuse causée par le SARS-CoV-2. Donc, d'autres personnes vont en parler, je sais, dans ce séminaire. Le premier cas détecté, c'est le 17 novembre 2019 à Wuhan. Et le 23 janvier, donc assez vite, hein, c'est-à-dire en 2 mois, l'OMS met pas en garde, mais statue définitivement sur la transmission du virus entre humains. Et le 26 janvier, elle statue sur le fait que eh bien, la période d'incubation estimée peut aller jusqu'à 2 semaines. Et dans cette période d'incubation, on a évidemment une contagiosité. Le nom officiel de Covid-19 est conféré à la Covid-19 du coup le 11 février 2020 par l'OMS. Et on va donc revenir un instant sur les symptômes avant de parler de la transmission. Xavier, juste
vu qu'on va avoir deux médecins Oui, derrière, on peut peut-être sauter sur les symptômes parce que ça, je pense que ça va être oui, exploré oui, après. Et parce bien que, sûr, mais ouais, en termes de timing, je vais juste. aller très vite. Ok, ça me. Je vais aller très vite. Mes diapos, j'ai essayé de les faire les plus simples possibles. Donc, effectivement, les symptômes les plus fréquents, c'est la fièvre, la toux, la fatigue, la gêne respiratoire. On le sait tous. Et il y a d'autres symptômes qui sont relativement fréquents, comme la perte de l'odorat et la perte du goût. Moi, j'ai un étudiant dans mon labo qui l'a eu en février. Il a eu que ça comme symptôme et il n'a toujours pas récupéré. Donc c'est quand même, ça peut être quand même très problématique. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a un large spectre de symptômes. Dans 20% des cas, il n'y a pas de symptômes. Il y a ces fameux symptômes que je viens d'évoquer dans un très grand nombre de cas. Et malheureusement, pour voilà, un certain nombre d'autres cas, eh bien, la pathologie prend une forme grave de syndrome de détresse syndrome de détresse respiratoire aiguë associé à ce qu'on appelle un choc cytokinique. Et c'est là que la biologie va revenir évidemment sur le devant de la scène avec cette explication de l'emballement, on va dire, de notre système immunitaire. Pourquoi ces symptômes? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Alors là, c'est une diapo, c'est une des plus compliquées ici. Premièrement, l'interaction avec la protéine AC2 pose un problème parce que la protéine AC2, elle dégrade ce qu'on appelle un vasoconstricteur. Et donc, de ce fait, un vasoconstricteur qui, entre guillemets, ne referme pas les vaisseaux sanguins, mais provoque leur constriction, eh bien, si vous empêchez sa dégradation, vous pouvez avoir une vasoconstriction et une moindre circulation du sang. Et donc une accumulation de ce vasoconstricteur. C'est ce qui est marqué ici. Et surtout, ce vasoconstricteur peut aussi provoquer la libération de médiateurs inflammatoires par des globules blancs qu'on appelle des lymphocytes, qu'on appelle plus précisément lymphocytes cytotoxiques ou CD8. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans ces détails-là, mais par contre, je viens d'évoquer le terme d'inflammation. Et d'un point de vue biologique, ça me semble important de rappeler ce qu'est l'inflammation. C'est d'abord un processus physiologique et ça peut être un processus physiopathologique. On connaît tous ce terme parce qu'on connaît tous le terme d'anti-inflammatoire, l'aspirine, le paracétamol par exemple. Alors l'inflammation, qu'est-ce que c'est? Là, vous avez un exemple sur ce schéma qui explique son intérêt. Quand vous avez par exemple une écharde qui se forme au niveau de votre peau, vous introduisez des éléments nuisibles dans votre corps et ce, à proximité de vaisseaux sanguins. Dans les vaisseaux sanguins, vous avez des globules blancs, ce sont les cellules de l'immunité. Elles sont de nature extrêmement variée. Et les cellules en question, eh bien, elles vont s'extraire du globule du vaisseau sanguin, du capillaire sanguin. C'est ce qu'on appelle l'extravasation. Et ce processus cellulaire permet le recrutement donc, des globules blancs au niveau de la zone qui a été touchée. Vous voyez, on a enlevé l'écharde, mais évidemment, la blessure demeure. Cette extravasation va permettre de se débarrasser des corps étrangers. Les globules blancs vont jouer ce rôle. Et également, l'inflammation va jouer un rôle important pour réparer la zone atteinte. Alors, comment se caractérise une inflammation? Dans l'inflammation, vous avez feu, il y a évidemment une rougeur et il y a évidemment une douleur. Pour pouvoir faire de l'inflammation, vous avez besoin donc de globules blancs, vous avez besoin d'une irrigation et vous avez besoin de recruter ces globules blancs. Et pour recruter les globules blancs, eh bien, il faut définir ce qu'est un globule blanc. En gros, dans le cas présent, vous allez retenir qu'il existe deux types de globules blancs, les lymphocytes et les macrophages. Les lymphocytes, eh bien, ce sont des cellules dont on entend beaucoup parler, notamment avec le sida, par exemple, puisque c'est le lieu d'infection du sida avec les lymphocytes CD4. Ce sont un peu les régulateurs de l'immunité. Les lymphocytes, réguler la réponse immunitaire. Et les macrophages, il y a le terme phage, manger, eh bien, vont être responsables d'un processus qui est ce qu'on appelle la phagocytose. Phago, manger, cytose, cellule, manger des cellules. Ce sont des cellules qui vont jouer un peu le rôle d'éboueur. Quand elles sont déversées au niveau d'un site et qu'elles n'aiment pas un élément qui est dans le site, une bactérie qui normalement n'est pas présente, eh bien, elles vont englober la bactérie et elles vont la dégrader. C'est ce qui est représenté ici, la phagocytose, phago, manger, cytose, cellule. Eh bien, c'est le fait de manger un corps étranger qui est internalisé dans le phagocyte, le macrophage, c'est la même chose. Et dans
ce macrophage, vous voyez, la bactérie, eh bien, elle va rencontrer d'autres éléments qui vont la digérer. Par exemple, il faut savoir que les macrophages ou les neutrophiles, qui sont aussi des phagocytes, eh bien, produisent par exemple de l'eau oxygénée. Alors, vous savez tous quel est l'effet de l'eau oxygénée. L'eau oxygénée, ça blanchit. Eh bien, dans le cas présent, vous avez une sorte de blanchiment de votre alors, il y a Juliette qui dit quelque chose. Il faut terminer rapidement, les deux collègues doivent parler. OK, très bien. Donc, je termine très rapidement là-dessus. Donc, il existe ce qu'on appelle des molécules qui permettent le recrutement des macrophages, ce qu'on appelle des chimiokines, peu importe. Il existe également des cytokines. Ces cytokines, ce sont des cellules qui vont faire de la signalisation, entre cellules. Et ces cytokines, eh bien, sont responsables de processus inflammatoires. Alors, l'inflammation, pour aller vraiment très, très rapidement, eh bien, elle est physiologique, elle permet de réparer une blessure, mais elle est aussi physiopathologique avec une importance dans certains processus. On sait que les cancers, eh bien, ce sont des pathologies de l'inflammation. Le diabète, une pathologie inflammatoire. Les infections, évidemment, sont des pathologies inflammatoires et elles peuvent être incontrôlées. Et dans le cas présent, pourquoi est-ce qu'il y a une inflammation qui est incontrôlée, notamment pour le SARS-CoV-2 ? Eh bien, c'est une caractéristique qui est commune à de nombreux coronavirus. Et la gravité de la maladie augmente lors de la phase d'élimination du virus. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas tout de suite que les effets délétères du virus vont se faire savoir. Il y a un effet qui est délétère, qui survient lors de la deuxième phase, qui est la phase d'élimination. Comment est-ce que ça se produit ? On peut classifier différentes réponses immunitaires. Une réponse immunitaire qui est adaptée, et c'est notamment le cas des personnes qui sont asymptomatiques, elles vont détecter le virus et l'éliminer comme il faut. Des personnes qui vont avoir une réponse immunitaire insuffisante et qui, dans ce cas, vont, entre guillemets, eh bien, mal répondre à la présence du virus. Le virus va se propager et ce sont des personnes qui vont finalement réussir à se soigner au bout de quelques jours, mais qui vont souffrir des symptômes que j'ai décrits. Et puis, il y a aussi cette réponse immunitaire excessive qui peut survenir et c'est cette réponse immunitaire excessive qui cause la mort des patients lors de la Covid-19. Et cette réponse immunitaire excessive, sans rentrer trop dans le détail, c'est tout simplement le fait par les globules blancs que j'ai pré-mentionnés de sécréter des cytokines, ces fameux médiateurs de l'inflammation, notamment des interleukines, qui sont pro-inflammatoires, qui vont déclencher une inflammation trop importante. Et cette inflammation trop importante, vous le savez, si vous flambez, vous mourrez. Donc, en gros, pour résumer, c'est ça. Donc, je ne rentre pas dans le détail de tout le reste. Pour terminer sur quelques éléments avant de conclure sur les temps de survie, donc vous voyez, il me reste 3-4 diapos. Sur le SARS-CoV-2, comparativement à d'autres virus dans ce tableau, le virus de la grippe est le premier SARS qui était responsable du SRAS. Les taux de reproduction sont sensiblement les mêmes, mais ils sont un peu plus élevés que pour la grippe, pour le SARS-CoV-2 et le SRAS. Le taux de létalité, vous voyez, est très inférieur à celui du SRAS pour le SRAS-CoV-2 comparativement à la grippe, mais il est important. Et surtout, je pense que ce qui est important à préciser sur cette diapo, c'est cette notion que la contagion, elle survient dans le cadre du SARS-CoV-2 avant apparition des symptômes. Donc, on a beaucoup de mal à prendre en charge des personnes qui sont infectées parce que parfois, ces personnes sont contagieuses avant même de développer ces fameux symptômes. Alors, comment se fait la transmission ? Elle se fait principalement par voie aérienne. Vous allez probablement en parler avec une survie du virus qui est importante dans l'air. Oui. Je t'arrête parce que là… Allô ? Oui, c'est Yves. Là. Je t'arrête pour laisser la parole au docteur Chen et au docteur Boissier qui vont parler de ce genre de choses. D'accord ? Oui, parce qu'en fait, moi, initialement, vous m'aviez dit 1h30. Donc, moi, j'ai fait un cours d'1h30. C'est pour ça. J'avais noté, en fait, 10h et jusqu'à 11h30. Et je n'avais pas compris cet aspect-là. Donc, bon, Ouais. Allô ? Oui. Bon. Moi, j'avais compris qu'il y avait 1 heure plus une interaction avec le public, mais l'interaction, je l'ai un peu développée pendant le truc. C'était juste pour ça. Voilà. Donc, non, mais je termine. J'ai juste une diapo pour terminer. Donc, effectivement, les aspects biologiques de la Covid-19 conditionnent les aspects cliniques de cette Covid-19 dont vous avez parlé. Et moi, notamment dans le cadre de laboratoire, il y a effectivement
un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est l'influence de l'environnement et de la pollution et l'influence des polluants, puisque ces polluants peuvent toucher les processus inflammatoires et pourraient potentialiser la pathologie. Voilà, j'ai terminé. Bon, de toute façon, je peux rester jusqu'à 11h30, je l'avais dit, mais après, j'ai une autre réunion à 11h30. Donc, j'arrête mon diaporama. Ok. Voilà. Tu me repasses la main. J'espère que ça vous a intéressé et je te repasse la main tout de suite. Voilà. Naturellement que ça nous a intéressé, naturellement qu'on pourrait t'écouter encore des heures. C'est juste que tu as raté le mail d'hier ou d'avant-hier te disant que c'était 1 heure. Mais c'est pas grave. OK. Ouais, ça, j'ai complètement raté. Ouais. Initialement, moi, j'avais prévu 1h30. C'est pas grave. Y a-t-il des questions parmi les doctorants d'abord? Parce que n'hésitez pas à poser des questions, sérieusement. En particulier, si vous n'êtes pas biologiste, si vous n'êtes pas médecin de formation, n'hésitez pas à poser des questions parce que vous avez un spécialiste en face de vous et c'est vraiment l'occasion de le titiller un petit peu sur des aspects transdisciplinaires où lui peut interagir assez facilement. Bon. Juste une question. Pourquoi est-ce que, par exemple, les scientifiques en Allemagne, ils sont d'avis que, du moins c'est ce que je vois dans les médias, que chez les enfants, ce n'est pas aussi rapide que chez les adultes? Je ne sais pas d'où vient ce discours. J'ai pas compris la question. La contamination chez les enfants oui. n'est pas la même que chez les adultes. C'est pourquoi… C'est intéressant comme question parce que souvent les enfants, on les présente comme des populations qui sont des populations sensibles. Et dans le cas présent, notamment pour la pollution, et dans le cas des infections, en fait, ce qu'il faut mentionner, c'est que les enfants, ils sont probablement infectés de la même manière, mais ils ont une réponse immunitaire qui est adaptée, très probablement, et qui leur permet malheureusement d'être sûrement contagieux, mais d'être relativement protégés eux-mêmes par la maladie. Voilà. Mais je n'ai pas encore d'autres détails. Donc, tu as une question… pourquoi est-ce que les symptômes ne sont pas… ouais, c'est ce que je vois. Can we explain why in some people the symptoms are not shown? How does this mechanism work? Est-ce que je peux répondre en français ou je le fais en anglais, comme vous voulez? Comme tu veux. It's very hard to answer this question because we still have a lot to know and to characterize about the biology of the virus. As I said previously, I think that the environment in the exposome might be important to influence the sensitivity of the people. But of course, endogenous factor can be very important, especially age. And unfortunately, while we age, we also lost some protections, some protective processes that can be used to limit the infectiosity of the virus. And so I cannot really answer the question right now, but we are all different regarding our environment and our sensitivity to environmental factors. One other aspect, is about the time before discovering the virus due to mortality. It could be that the virus was in the air, spread in the population much earlier. It could be that it was here since years, but in a form which was not dangerous for humans. So it could have infected humans without killing humans or without even making a disease on humans, such that some people could have been infected or could have been in contact with form of the virus without developing any infection, and that which today protect them from the infection. Right. Other questions? Oui. J'ai une question. Allez-y, fort. D'accord. Merci beaucoup. J'ai une question à poser. D'abord, moi, je suis Sader Gaye, biologiste et doctorant aussi en MTCI, médicaments, toxicologie et chimie imagerie.
J'ai une question parce qu'on entend souvent dire que le virus retrouve ses conditions de vie beaucoup plus stables en période d'hiver qu'en période d'été. Est-ce que là, d'abord, c'est vrai? Si oui, est-ce qu'on peut savoir le mécanisme physiologique qui peut expliquer cela? Alors, la réponse est, pour l'instant, j'ai compris la question. Je ne sais pas si tout le monde l'a compris, remarque. Est-ce qu'il y a une saisonnalité du virus et comment est-ce qu'on l'explique, en gros? De ce que j'ai pu relire sur le virus en préparant ce cours, apparemment, ce n'est pas encore clair. C'est-à-dire qu'on ne pense pas que le froid ou le chaud influence l'infection du virus. Par contre, le comportement des humains en période hivernale, c'est-à-dire voilà, le fait de vivre à l'intérieur des maisons, le fait de vivre à plusieurs, le fait de ne pas sortir, etc., pourrait potentiellement conditionner une meilleure propagation du virus ou la formation de clusters. Donc, c'est l'hypothèse qui est encore retenue à l'heure actuelle. Et contrairement à ce qu'on peut penser, l'infection ne semble pas être conditionnée nécessairement par la température. Par contre, il y a un point qui est aussi important, c'est que les défenses immunitaires, elles sont au niveau des barrières, comme le barrière pulmonaire, elles sont évidemment influencées par la température extérieure et de légères baisses de température peuvent influencer l'activité des fameuses enzymes dont je parlais dans les cellules immunitaires. Et typiquement, il faut bien comprendre une chose, c'est quand vous avez par exemple de la fièvre, pour prendre le contrepoint, la fièvre est un mécanisme de protection de l'organisme. La fièvre permet aux enzymes qui luttent contre les infections d'être plus actives. Donc quand vous avez de la fièvre, c'est un mécanisme que met en place l'organisme pour pouvoir lutter mieux contre les infections. Et souvent, on dit qu'il faut lutter contre la fièvre. Lorsque c'est de trop haut niveau, oui, c'est vrai. Lorsque ce sont des bas niveaux, il faut faire attention parce que ça empêche un peu l'organisme de lutter contre l'infection. Donc, pour répondre à votre question, pour la saisonnalité, ça n'est pas clair. On ne pense pas que ça puisse avoir une influence. Par contre, le comportement des humains influencé par la saisonnalité, oui. Ça peut être une variable cachée. Hein. Très bien. C'est ça. Absolument. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, je crois qu'on va arrêter là pour le moment. Il est à mon téléphone, il est déjà 26.